Ok, eh bien on va pouvoir commencer. Donc notre dernière activité de la journée, c'est un débat. Donc on a fait descendre un peu de force toutes les personnes à peu près qui se sont exprimées pendant ce mardi et ce mercredi. A priori, le débat évidemment doit impliquer au maximum toute la salle, mais on s'est dit que puisqu'on les avait invités, il devait quand même avoir une expertise spécifique et que du coup je vais avant tout m'adresser à ces personnes et puis ensuite on essaiera de réagir. Alors le sujet du débat, ça va être un peu qu'est-ce qu'on peut faire, mais on a essayé de structurer ça avec 3 questions. Je veux juste signaler un peu l'esprit des questions, je ne vais pas vous les lister, ce sera un peu barbant. Juste pour que vous sachiez qu'il y a des points qu'on va aborder et qu'on ne se sente pas obligé d'aborder absolument tel point si on sait qu'il va l'être un peu plus tard. Donc les questions vont être en gros, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les temps à venir du point de vue de l'édition ? Qu'est-ce qui va déterminer ce qui va effectivement se passer? Et troisième question, qu'est-ce qu'on peut faire, on étant matheux, matheuses, bibliothécaires, concrètement, individuellement ou collectivement, pour avoir une influence sur ce qui va se passer? Voilà, c'est un peu donc le but, c'est d'arriver à une idée un peu concrète de ce qu'on peut faire. Donc on va commencer par la première question. Donc, quelles évolutions vous semblent plausibles pour la publication scientifique et en particulier en mathématiques dans les années à venir? Alors, est-ce que quelqu'un à tribune voudrait proposer évidemment, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se passer, hein, donc il faut qu'on essaie de brosser quels sont les différents scénarios, soit catastrophes, soit formidables qui pourraient arriver. Est-ce que quelqu'un a envie un peu de... Je peux commencer, mais faites pas les timides. Je suis sûr que il y a plein de gens qui ont des idées sur ce qui va se passer. Alors je vais être un peu pessimiste. Il me semble qu'il y a une énorme inertie de la communauté en général. Et d'autre part que du point de vue de la France, on a un point de vue assez particulier qui n'est pas du tout celui de l'ensemble des pays où il y a une recherche mathématique. Et donc... il manque un petit peu ici, peut-être, pour répondre à cette question, la prise en compte des réalités de beaucoup de pays qui sont assez différentes d'une autre. Dans notre pays, on a la chance d'avoir une recherche mathématique, disons, bien reconnue comme excellente par les autorités, et donc qui a un certain pouvoir, même si ce n'est pas un pouvoir numérique du point de vue du nombre. Mais ce n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres pays. Et donc, je pense qu'il faut prendre ça en compte si on veut penser à l'évolution, parce que finalement, de manière internationale, on ne compte pas tant que ça. Donc c'est un petit peu pour baliser un peu la question. Je pense que c'est important que Saskia réponde, juste pour dire, effectivement, un des scénarios qui peut se passer, c'est pas grand-chose aussi. I like to take the optimist side, which is more my character, actually. And I think, because of what you say, France is very well known, very important in maths. I would think that you have a position to move forward. And the Mathoa project, which is headed by Benoit, well, with a few others, but well, you're a very important thing in it. I think it might be possible to make an impression from France and put some effort into it, because we need some countries to go forward. The Netherlands has adopted linguistics, because linguistics is one of our major disciplines, and I would really like to see something happen, because I also think, and that's the pessimist side, that all people in this room agree with each other, and we're telling each other what we think, and it won't help us further. We need to go out and make sure that other editors, other people who are not informed yet, or who haven't been convinced, that they understand the issues and that they start moving. Et peut-être pour continuer le côté optimiste, et contrairement à ce que vous dites, en tout cas vu de l'extérieur, vous êtes une communauté très impliquée.
vous êtes une communauté très au fait de ces problématiques, très militante même, en tout cas vu d'où je suis, et vous êtes pour ça vraiment un modèle hein, pour beaucoup d'autres. Donc voilà, moi je voudrais juste dire ça parce que pour moi justement les chercheurs en maths sont proches de ces problématiques-là, ils les connaissent, ils les défendent. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, vous osez peut-être pas le dire parce que vous êtes entre vous, mais je vous assure que j'aimerais beaucoup que beaucoup de communautés SHS soient aussi, aussi dynamiques et impliquées que ça. Après, la politique fiction, c'est très compliqué. Peut-être des petits pas, en fait, et ce qu'on essaye de faire, qu'on invente d'autres formes de publication dans d'autres endroits, d'une autre façon. Ce que vous avez pu montrer en partie et ce qui se passe ailleurs aussi, pour sortir de ce que Jean-François a montré et du cartel. Donc moi c'est ça que, si je veux prendre le côté optimiste, qu'on invente des choses un peu à côté pour qu'on puisse marcher sur une autre jambe, qu'on ne soit pas coincé de cette façon-là. It's funny that the HSS people here are being optimistic. Peut-être que je vais parler d'une évolution qui me semble très plausible, dont j'avais évoqué dans ma présentation. C'est la possibilité que le modèle bascule effectivement et que le modèle dominant soit un open access en partenariat avec le même cartel, avec les grands éditeurs commerciaux, et où on paye pays par pays des montants qui seront essentiellement le maximum de ce que chaque pays peut payer, qui sera très finement estimé par les grands éditeurs commerciaux, et où du coup à nouveau on n'a pas conscience du coût de la publication, et où pire en fait, d'une part une partie du monde se retrouvera plus ou moins exclue de la possibilité de publier, même plus de lire, il n'y aura même plus de sci-hub puisqu'il n'y aura plus la publication, on fermerait du coup l'accès à la publication de toutes les parties, de toutes les personnes qui n'auront pas les financements, qui ne seront pas couverts par ces accords. Et l'autre souci, j'ai perdu mon fil, il va revenir. Oui, c'est que à l'heure actuelle, on a encore la ressource d'aller, si on est un peu volontaire, d'aller chez les good guys, d'aller publier chez les petits éditeurs, chez les sociétés savantes, les gens qui font du fair open access. Alors, le fair open access, s'il continue à être financé, on aura toujours accès. Par contre, si on passe dans un modèle OA avec APC généralisé, si c'est payé de façon nationale pour Springer et Elsevier, ça veut dire que dans mon labo, ça ne coûtera rien de publier chez Springer et Elsevier, mais ça coûtera 5 000 € à la France, mais à mon labo, ça ne coûtera rien. Par contre, si des petits éditeurs, si l'AMS, si la SMF sont obligés de passer à ce modèle-là et sont obligés de faire payer 500, 1000, 1500 € pour survivre, eh bien, ça coûtera 500, 1000 ou 1500 € à mon labo, qui du coup va dire, ben non, c'est gratuit chez Springer. Et donc, on va se retrouver dans la situation où, en fait, les gens qui font payer le plus cher parce qu'ils ont la possibilité de faire des grands accords nationaux vont nous paraître à nous moins chers. Donc on peut avoir une situation où notre conscience des coûts est encore pire, elle devient inverse au lieu d'être nulle, on a une mauvaise vue plutôt qu'une vue absente, et où des gens sont exclus de la publication plutôt que de l'accès aux articles. Donc ça, c'est une évolution qui me semble tout à fait plausible et à prendre en compte parce qu'elle est assez inquiétante. Mais pas très optimiste pour l'instant. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer une évolution? Mais je veux quand même dire que je crois qu'il y a quand même un énorme effort à continuer auprès des, et ça c'est un vrai problème, auprès des jeunes chercheurs, des doctorants, des jeunes chercheurs, etc. Parce que d'une certaine manière, ce sont eux qui sont le plus sous pression et donc qui vont avoir le plus de mal à résister à ces questions et pour lesquelles le financement, ils ont peu de financement et ce financement-là, venant d'ailleurs, d'un laboratoire, d'une institution, d'un ministère, ce financement pour eux est un plus vraiment important pour toute la suite de leur carrière. Donc c'est vraiment, je pense, par un travail de fond auprès des jeunes chercheurs, soit encore en herbe, soit déjà
déjà recrutés qu'il faut avancer, parce que vraiment c'est là que moi j'ai senti le plus de résistance, au sens où il y a vraiment un problème là. Est-ce que tu... Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que moi je pense qu'il y a un gros travail à faire auprès des vieux chercheurs, parce que les jeunes chercheurs ils sont évalués par qui va faire la carrière des jeunes chercheurs et qui incarne et transmet la tradition et le côté justement un peu sclérosé du système, c'est les vieux chercheurs. Donc les gens qui détiennent le pouvoir et qui transmettent les règles et qui les appliquent et qui les font appliquer, c'est les vieux. Donc quand on passe son temps à faire... Enfin, je trouve la référence... Il y a deux références dans ces discussions. Bon, moi, j'ai participé à un nombre incalculable de discussions de ce type et je suis dans un nombre incalculable de comités dont le métier est de discuter sur ce genre de questions. Donc je crois... J'ai beaucoup... Et il y a deux arguments qui sont toujours l'argument... Enfin, qui finalement sont les facteurs inhibants, quoi. La raison de ne rien faire. Il y a de toute façon on n'est pas assez gros, faut qu'on passe à une étape au-dessus. Donc on est en France, on est en maths, faut regarder les autres disciplines. On est en France, faut regarder l'Europe. Et à chaque fois qu'on passe à une étape au-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe Couperin, ou alors quand Couperin ne fonctionne pas, le ministère, etc. C'est-à-dire on signe des chèques. Un gros gestionnaire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il signe des chèques, pour être important, il signe des plus gros chèques. Donc, bon, voilà. Donc restons petits. La façon d'être agile, d'être mobile, de faire des choses bien, c'est d'être petit. Et l'autre truc, c'est le jeune chercheur, le thésard. Ah, le malheur du jeune thésard. Le jeune thésard, il nous oblige à faire, en fait, comme on a toujours fait. Voilà. Donc, c'est juste... Ça fait rien. N'hésitez pas à réagir aussi, à demander le micro dans la salle, si vous voulez... Oui, je constate que jusqu'à présent, on n'a pas du tout parlé de Couperin et de sa manière d'évoluer. Qu'est-ce que c'est qu'une évolution intelligente de Couperin, vu que c'est un acteur apparemment très important dans les négociations où on espère obtenir des prix convenables? Je suis pas là au titre de Couperin, je suis là au titre de mon établissement. Après, Couperin, ce sont les établissements. L'université d'Aix-Marseille, le CNRS est membre de Couperin, mon université est membre de Couperin. Donc j'ai envie de dire, Couperin, c'est nous c'est à nous de définir l'orientation. Là, il va y avoir le 8 novembre prochain une assemblée générale extraordinaire pour discuter de l'orientation sur la négociation Elsevier. Il faut que vos présidents soient sensibilisés, il faut que vos vice-présidents se dégagent du temps pour s'y rendre. Et à mon avis, ce sera une discussion très importante. C'est à ce moment-là que le débat va avoir lieu, même si c'est pas là que les décisions vont se prendre, mais il faut que lors des réunions dans lesquelles la voix est donnée à tous les membres de Couperin, il faut qu'il y ait s'il y a des voix qui portent et qui souhaitent une orientation différente, c'est à ce moment-là qu'elles doivent s'exprimer. Et plus la personne qui intervient est légitime en termes de représentativité de son établissement, plus sa voix portera. Donc aujourd'hui, je pense que il y a des lignes il peut y avoir des lignes assez divergentes sur ces questions d'APC, sur ces questions, on s'en cache pas. Enfin, moi, il n'y a pas d'unanimité, clairement. Donc le débat doit avoir lieu. C'est à nous, en tant que membres, établissements membres, toutes les universités sont membres, toutes les écoles, les ENS, etc. sont membres. Il faut c'est le fonctionnement d'une association, il faut faire porter sa voix, si on n'est pas d'accord avec les orientations qui sont prises. Ou en tout cas, exprimer son sentiment. Je ne peux pas dire plus de choses que ça, je ne représente pas Couperin, je suis plus membre du bureau depuis plus de 6 ans, donc je ne peux pas m'exprimer au titre de Couperin. Bon, moi, je souhaiterais reprendre juste le point précédent qui me semble essentiel, et je suis absolument d'accord avec Thierry Bouche. C'est-à-dire que c'est à la génération des chercheurs dont la carrière est derrière, qui n'ont plus rien à défendre à titre, on va dire, de la course à l'échalote, ils ont la responsabilité d'aider à changer le système. Mettre la pression sur les jeunes, c'est extrêmement dangereux, parce que les jeunes, on les écrase, vous le savez très bien. En ce moment, le système, il est terrible pour eux. Il faut d'abord qu'ils trouvent un poste, qu'ils essaient de pérenniser un peu leur avenir. Vous voyez ? Alors, de mon point de vue, le scénario catastrophe où on est dedans, et je le crains fort, ce qu'il faut voir, c'est
Alors, c'est vrai que les maths, on est protégés, on a un côté quand même système écologique assez original, avec la France quand même qui est très bien placée. Donc mais le système, c'est malheureusement l'évolution du système globalement, il est assez simple. Hein. C'est qu'il y a des très très gros acteurs comme la Chine qui rentrent dans le jeu, et la Chine, ils sont à 100% contrôlés par les gros publishers, les majors. Tous ces pays comme la Chine, où le salaire est indexé sur l'impact facteur des journaux dans lesquels vous publiez, vous avez compris que alors là, on renforce les publishers à fond la caisse. Donc pour moi, la bataille, elle a à voir avec se débarrasser le plus vite possible de l'impact facteur des journaux, qui est en fait c'est un argument. Cet outil a été détourné à des fins de marketing par les publishers, c'est plus du tout un outil pratique. Ça n'a aucun sens parce que les impact facteurs élevés, c'est des journaux pluridisciplinaires. Un journal pluridisciplinaire, pour moi, ça veut dire un truc extrêmement dangereux. Ça veut dire que le comité éditorial n'est pas suffisamment spécialisé au sens capable de juger, de faire un peer reviewing de qualité. Donc il faut au contraire revenir à un système où le niveau académique, c'est-à-dire de publication scientifique à comité de lecture, est le plus spécialisé possible, d'où l'idée qu'on essaie de défendre depuis longtemps, et je suis très contente, ici les gens sont convaincus, et le Centre Mersenne, tout ça va dans ce sens-là, c'est qu'un journal est possédé et contrôlé par le comité éditorial qui fait le boulot. Simplement, c'est pas du tout le modèle international qui s'impose. Le modèle international, c'est des énormes journaux qui vont avoir des très grands impact facteurs. Et c'est très facile aussi de voir le business model, parce que la seule chose qu'on peut trouver de bien aux éditeurs commerciaux, c'est qu'ils sont très clairs. Hein. Et ils jouent très bien leur jeu, c'est augmenter les profits. Et alors le nouveau modèle, il est hyper simple, c'est imposer les APC tout de suite, immédiatement, pour empêcher tout autre modèle alternatif de se développer. Et leurs APC, regardez comment ça fonctionne, c'est génial. Vous allez avoir les journaux à très haut impact facteur, ou alors là, les APC vont devenir super élevés, parce que quand votre article est accepté, vous êtes trop content, vous êtes prêt à payer n'importe quoi. Donc, alors là, le coefficient devant ça, on va faire une somme. Le coefficient devant cette somme, il sera petit, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de journaux à haut impact facteur, mais là, vous aurez le prix de l'APC qui diverge quasiment. Et puis, l'autre terme de la somme, c'est une multitude de plein de petits journaux qui ont des petits APC qui n'ont aucune valeur scientifique, ou de moins en moins, ça cascade en fait vers de moins en moins de valeur. Simplement, comme pour votre salaire, vous êtes obligé de publier, il y aura une très très grande quantité d'articles comme ça. C'est-à-dire, on engorge le système avec une quantité énorme d'articles vraiment sans aucune qualité simplement. C'est là que les éditeurs vont faire aussi leur beurre, parce que dans ces termes-là, vous aurez des très très grands facteurs. C'est-à-dire, vous intégrez sur un très très grand nombre de journaux qui auront des petits APC, mais voilà. Donc, il y avait Couperin avait organisé il y a 2 ans, aux journées annuelles de Couperin, il faut revoyer cette vidéo. Il y avait une vidéo géniale, fait un gars qui venait plus ou moins de la banque, je n'ai plus son nom en tête, et qui montrait le business model des... C'était gros comme une maison. Et dernier point que je voudrais mentionner, parce que au cas où après je n'ai plus la parole, il faut voir que ces éditeurs mondiaux, ils ont l'intégration verticale. Prenez Elsevier, ils nous obligent à utiliser leur plateforme pour le peer reviewing, qui s'appelle Levi's. Quand on fait ça, on est en fait espionné par eux pour qu'ils fassent après des outils quasiment d'automatisation du peer reviewing. Elsevier a déposé un patent pour online peer reviewing. Pas oublier ça. Au-dessus, vous avez la plateforme Science Direct. Ça leur appartient, tout leur appartient. Je ne vous apprends rien, vous la connaissez. Au-dessus, vous avez la plateforme Scopus, qui appartient aussi à Elsevier, donc qui contrôle le calcul de l'impact facteur des journaux. Et au-dessus, vous avez la plateforme Cival, qui est pour évaluer tout ce qui est, en gros, la façon de l'évolution, comme on fait dans les banques, vous savez, pour savoir si une entreprise est de bonne qualité ou pas, pour savoir si votre labo est de bon niveau mondial ou pas. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ils le vendent à justement aux gens qui aiment bien signer des chèques dans les ministères et dans les directions générales de différentes institutions. Vous voyez ? Et c'est là où il faut vraiment se bagarrer et expliquer à nos collègues qu'on est piégé dans un système qui est très très dangereux à l'avenir.
Si je me permets juste de répondre à la question, et puis je passerai le micro à Saskia après. Il y a une phrase qui m'avait marqué, c'est le recteur d'université de Norvège qui s'appelle Kurt Rice, qui s'intéresse beaucoup aux questions d'open access, qui avait dit « If our objective is open access at any cost, the cost will be very high ». Si c'est l'objectif, c'est l'open access à n'importe quel prix, le prix sera très élevé. J'espère qu'on ne va pas tomber dans ce piège-là, qu'on ne fera pas de l'open access à n'importe quel prix. Et mon espoir, c'est qu'il y ait une vertu d'exemplarité sur des projets qui sont vertueux. Le projet Mersenne, qui a été évoqué à plusieurs reprises, à mon avis, fait partie des projets qui peuvent faire boule de neige. Il y a le projet Epicence, il y a Revue.org dans les... Voilà, il y a différents projets, différentes initiatives qui peuvent donner parfois l'impression que on fait la même chose à différents endroits, mais peu importe, je veux dire, c'est aussi une logique d'émulation, une logique d'innovation. Et qui a une vertu d'exemplarité pour essayer que les autres communautés puissent ensuite embrayer. Je ne crois pas trop au grand soir là dans les 5 prochaines années. Je pense que voilà, on a parlé des biologistes et des médecins, ça va être sans doute un travail de longue haleine de les convaincre. Et par contre, la communauté mathématique, je pense, a un rôle de montrer la voie. Elle le fait quand même depuis un certain temps. Les SHS dans une certaine mesure aussi. Et je pense que je rejoins vraiment Odile, vous êtes sans doute un peu des éclaireurs sur le chemin vers un open access durable et vertueux. Je crois qu'il y avait une question dans la salle. Oui, c'était pas une question, c'était plus une remarque, mais du coup je rebondis, enfin on fait des rebonds. Je rebondis sur la question de Couperin, de la représentativité dans notamment des communautés. Alors c'est vrai que les maths, on a la chance de participer aux négociations et de faire entendre la voix des maths au niveau de Couperin. Moi, il me semble que justement ce qui manque un petit peu au niveau Couperin, il y a effectivement les établissements qui sont représentés, mais il y a des modalités à trouver au niveau local pour que ces établissements se tournent vers les communautés. Nous, on est bien structurés, effectivement, on fait remonter un petit peu nos besoins, etc. Il me semble que c'est pas vrai partout, et on l'a dit il y a plusieurs reprises, il y en a beaucoup qui savent pas comment ça marche, combien ça coûte, etc. Et il y aurait des choses à faire dans ce sens-là. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau local, les SID négocient, enfin les SID, les négociateurs qui viennent des SID négocient pour le compte des établissements, mais il y a souvent des logiques financières avant que ce soit des logiques de besoin des communautés. Oui, pour répondre sur la question Couperin, mais je pense que, je dis à peu près la même chose que Francesca. Je pense qu'un des défauts majeurs de Couperin, c'est quelque chose qu'on dit ici depuis 15 ans, c'est qu'il n'y a pas de chercheurs à Couperin. Couperin, c'est une histoire de bibliothécaire. C'est très compliqué de faire rentrer un avis scientifique à Couperin. On le fait, la communauté maths le fait, c'est-à-dire que Frédéric est négociateur pour Couperin. Mais c'est un des seuls scientifiques présents à Couperin. C'est vraiment compliqué. Et je pense qu'il faudrait que les autres disciplines concernées par le sujet fassent intervenir des chercheurs dans ces discussions-là. La négociation des ressources ou les décisions politiques autour de l'open access ou est-ce qu'on prend ou pas des APC, c'est pas des questions qui se décident entre présidences d'université ou entre bibliothécaires. Quand on a rencontré au moment de la discussion sur l'accord EDP Sciences, où on est arrivé un peu tard, on nous a dit mais ça a été décidé par les conseils d'administration. Enfin, le conseil d'administration de Couperin est au courant, les présidents d'université qui sont membres de Couperin étaient au courant, les présidents d'université étaient au courant, les directeurs de revues d'EDP n'étaient pas au courant, les chercheurs qui lisent ces revues et qui publient dans ces revues n'étaient pas au courant. Oui, mais à nouveau, si je puis me permettre,
C'est encore une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de chercheurs, c'est que les chercheurs ne peuvent pas être d'accord au niveau de Couperin. En fait, j'ai déjà entendu cet argument opposé, hein, de dire « Ah mais de toute façon, on prend un avis scientifique et puis après on en prend un deuxième avis scientifique et ils ne sont pas compatibles. Donc au final, on fait ce qu'on a envie de faire, on prend des listes, on prend les listes des revues les plus citées et puis basta, quoi. » Et il faut quelque chose d'objectif, si tu veux. Et quand tu as dans la même salle des médecins, des mathématiciens et des archéologues, c'est évident que tu ne peux pas aboutir à une décision scientifiquement valide, quoi. Enfin, il y a des tas de décisions possibles, mais à une granularité plus fine. Et c'est un peu le problème. Oui, c'est juste précisément ça le problème, c'est qu'on arrive sur des accords énormes, sans être énormes, mais pluridisciplinaires, qui font qu'on ne peut pas être d'accord parce que les pratiques sont différentes. Et sinon, puisque tout à coup, là, je m'échauffe un peu, donc je suis prêt à faire de la futurologie. Alors moi, je suis complètement... je pense qu'effectivement, de loin, le plus plausible scénario, c'est celui que Benoît décrivait, c'est-à-dire qu'effectivement on passe du big deal. De toute façon, il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est il y avait une direction de l'accès universel à Elsevier à une époque. Et en fait, le truc, c'est que le libre accès et l'accès universel, c'est la même chose. C'est de toute façon, vous payez ce que vous pouvez payer. En fait, à l'heure actuelle, c'est quasiment le libre accès aux publications d'Elsevier, puisque de toute façon, on a quelque chose au-dessus de nous qui paye. Et si on est dans un pays qui n'a pas les moyens de payer, eh ben, on trouve un moyen où on lui offre. Donc, en fait, on n'est pas loin du libre accès. C'est juste les modalités de paiement. Tant qu'il y a un chiffre d'affaires qui aboutit... Enfin bon, bref. Mais donc, oui, le plus probable, c'est qu'on passe des big deals actuels aux big deals d'APC, et puis que tout reste pareil et les bénéfices augmentent. Et ce qui est aussi probable, c'est qu'il y ait des initiatives vertueuses, etc., exemplaires, etc., qui vont juste rajouter un coût au système, nous occuper beaucoup, faire qu'on se sent pas si mal et qu'on continue à payer les chèques qu'on paye, et qui pourrait très bien ne pas changer du tout le paysage. Enfin, je veux dire, par exemple, les archives ouvertes. Finalement, à quoi servent les archives ouvertes ? Question que je pose. Bon, alors peut-être on ne va pas avoir le temps de répondre à cette question, mais les archives ouvertes, il y a un moment où, je sais pas, bon, c'est parti de la base, hein, au départ, Archive, etc., Repec. Donc, bon, voilà, il y avait un besoin des chercheurs, mais c'était les chercheurs qui avaient déjà une habitude de faire des préprints. Enfin, ça n'a pas changé la vie des chercheurs, ça a accéléré un certain nombre de choses. Ça a été récupéré au niveau institutionnel, donc maintenant il y a des archives institutionnelles partout. Ça a été aussi récupéré pour faire de la bibliométrie, de la gestion, etc., de la production, ce qui n'est pas du tout la fonction de ces choses-là. En tout cas, il y a eu une espèce d'alliance libre accès et Flickr de chercheurs qui est un peu surprenante. Et maintenant, c'est quoi ? Par exemple, c'est un produit, et comme il faut, pour être université d'un certain standing, il faut avoir son archive institutionnelle, il y a un produit Elsevier qui vous offre le kit pour installer, parce que c'est trop de boulot finalement, il faut des informaticiens dans les bibliothèques pour gérer ces trucs-là. Et donc, à chaque fois, il y a des startups qui sont rachetées par Elsevier, il y a des nouveaux produits que la communauté a créés, et puis c'est bien, donc il le faut, donc finalement ça fait du boulot à gérer. Donc, crac, il y a une société qui propose la solution, il se trouve qu'en général c'est toujours la même. Donc nous, là, ce qu'on est en train de faire, on est peut-être juste en train de détourner l'attention sans changer le système du tout. Et j'avais une dernière chose à dire, mais je crois que j'arrive au bout. Si ça me revient. J'allais proposer un scénario où le grand soir semblant assez improbable, on avait une cohabitation entre des big deals d'APC et au moins dans certains domaines, en SHS, grâce à revue.org, en maths, parce qu'on est structuré avec des sociétés savantes, où on a un peu un écosystème plus varié, avec plus d'options, et où on a aussi un écosystème vertueux qui arrive. J'étais en train de me dire quand est-ce que j'avais placé ça comme autre option optimiste, et puis alors là, tu viens de me couper l'herbe sous le pied en présentant comme une option pessimiste. Non, mais je continue à dépenser de l'énergie là-dedans, parce que je crois quand même qu'on peut faire des petites poches de résistance, et que petit à petit, on peut modifier un peu les rapports de force. Mais ça me semble pas... Enfin, si on regarde le plus probable, honnêtement, le plus probable, c'est pas qu'on gagne. Donc, effectivement, il faut qu'on se donne un petit peu de force. Et j'ai repris le micro pour dire quelque chose, mais
Je réponds. Oui. Je voulais répondre sur la partie archives ouvertes, puisque vous le savez, je gère l'archive ouverte d'Aix-Marseille avec ma responsable Marlène Delay, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. L'enjeu pour l'université, c'était de permettre aux chercheurs de se doter d'un outil qui leur permet très simplement de diffuser en open access sans qu'il y ait de problématiques effectivement d'APC ou d'autres problématiques, c'est-à-dire de rester sur leur circuit traditionnel de publication et de commencer à s'impliquer dans l'étape de l'open access en disant désormais on a un outil dédié pour pouvoir diffuser nos travaux qui continuent d'être publiés parce qu'il faut continuer à être publiés dans des journaux, et ça a été souligné par Marie, qui ont une certaine notoriété, par notamment le biais de l'impact factor qui reste déterminant, on l'a dit hier, pour notamment le CNRS dans l'évolution des carrières, et qu'on est dans quelque chose, effectivement là on parle de comment mieux publier, comment mieux diffuser. Mais on a un système, je vais reprendre cette image, mais de poupée russe, où on a une imbrication de poupée russe qui s'implique. On a la question du droit d'auteur, qui désormais régit le modèle économique pour les éditeurs commerciaux. On a la question du facteur d'impact et de la notoriété des journaux, qui fait que, oui, c'est très compliqué aujourd'hui de demander à un chercheur de ne plus publier dans telle revue parce qu'elle est éditée par tel éditeur commercial et que le modèle économique qu'il propose est intenable sur le long terme, complètement injustifié. On n'a pas la capacité de demander aux chercheurs de sacrifier leur carrière, si ce n'est justement en s'appuyant sur les chercheurs qui sont émérites, qui peuvent justement porter une autre voie, accompagner les doctorants, les jeunes chercheurs vers d'autres modèles de diffusion. Mais on est dans un système qui est assez complexe et où on se rend compte qu'il n'y a pas une porte d'entrée qui permet de trouver la solution optimale, qu'on va être sur une solution, je pense, à long terme, et où il faut qu'il y ait une implication de tous les acteurs, que ce soit bibliothécaires, documentalistes et chercheurs, et bien sûr éditeurs aussi, parce que l'idée, c'est pas de s'opposer entre acteurs. Moi, j'ai trouvé très pertinent les 4 exposés des éditeurs qui ont été fait hier, et je retiens notamment l'idée du Centre Mersenne, qui est absolument génial, de proposer une autre façon de faire de la publication, mais je trouve également qu'il faut remettre les éditeurs à leur place. Quand on voit le travail, moi j'ai été sensible à la présentation d'Ipol, quand on voit cette volonté d'aller vers une évaluation, y compris du code, pour permettre la reproductibilité des résultats. Mais c'est ça, aujourd'hui, qui fera avancer la science et le savoir. Et c'est des initiatives comme ça, effectivement, qu'il faut qu'on soutienne. Et pour en revenir, effectivement, sur la question des archives ouvertes, l'objectif... alors, je dois vous faire une révélation, je ne suis absolument pas informaticienne et je suis absolument incapable de faire du code, et pour autant je gère l'archive ouverte parce que l'objectif c'était d'avoir un outil qui est très simple d'utilisation pour les chercheurs. Après, effectivement, côté administration, il faut quelques compétences, mais l'idée aujourd'hui, un établissement peut avoir une archive ouverte sans passer, je l'espère, par des produits comme Elsevier. Il suffit de se tourner vers le CCSD pour demander comment on peut créer un portail, ou sinon ne pas créer un portail institutionnel et se rattacher à l'archive HAL, tout simplement, en sensibilisant les chercheurs et en leur disant de déposer. Il suffit simplement qu'ils s'affilient au niveau de leur labo. Donc là-dessus, sur les compétences en termes de gestion d'une archive, je pense que bien sûr, après, on peut en discuter, mais c'est pas une compétence technique aujourd'hui qui est bloquante et qui fait qu'on doit aller vers des outils commerciaux si on veut développer une archive ouverte au niveau de son institution. Après, il me semble aussi que dans les voies de l'accès ouvert qui ont été présentées par Benoît, il y a des complémentarités. On peut très bien publier dans un journal qui est en Gold Open Access et vouloir archiver et diffuser par le biais d'une archive ouverte également son papier. Il n'y a pas de contre-indication et nous on l'a vu par rapport, je reprends l'exemple des presses universitaires de Provence. Ils ont des revues qui sont diffusées sur Open Edition, donc directement en Open Access. Et les chercheurs ont quand même le souhait, ils souhaitent également que cette publication soit visible via HAL. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de baisse de consultation.
l'archive va être consultée, la revue va être consultée, et les ventes papier, quand il y en a, continuent également. Donc tous ces modèles, c'est des voies différentes. L'archive, ça va mettre l'accent sur les publications du chercheur, effectivement, son CV, la cohérence de son cheminement intellectuel. La revue va donner une cohérence en termes de numéros, en termes de cohérence de plusieurs articles. Et je pense qu'après, tous ces modèles-là s'agrègent par rapport à comment on construit la science et comment on construit le savoir, me semble-t-il. Oui, alors ça y est, j'ai retrouvé le fil. Juste, je reprends la parole pour dire une chose. Toujours dans la futurologie, une possibilité, disons, alors d'accord, big deal APC, on n'a pas changé les rapports de force, on a tous nos petits projets, et tous nos petits projets, on a fait une 50aine d'annals of math. Et en fait, le truc, c'est comme on repose sur du bénévolat, ou même les sociétés savantes n'ont pas du tout envie de faire des mauvaises revues. On a dit plein de fois, ah là là, mais on achète des tas de revues, elles sont pas bonnes, etc. Sauf que ces revues, elles sont pleines d'articles. Donc globalement, si on regarde, le système de recherche, il a besoin aussi de mauvaises revues. Et on va soi-même, ou dire à un de ses étudiants, de temps en temps, bah, ça serait dommage de jeter à la poubelle, tu peux le publier à tel endroit. Et voilà quoi, c'est la vie. Et finalement, le système se sert de ça. Et ça, c'est une remarque de Jim Pittman. Moi, j'aurais pas trouvé ça tout seul, et je pense que c'est hyper pertinent. On se tire une balle dans le pied en refusant de travailler aussi pour faire des revues de qualité moyenne, voire médiocre. En fait, je veux dire, allons-y carrément. On segmente. Enfin, à partir du moment où on est bénévole, on travaille beaucoup sur du travail bénévole. Alors bénévole ou caché, enfin, mais très caché. Et effectivement, il faut être motivé pour le faire. Donc, on n'est pas très motivé pour faire des mauvaises revues qui sont celles qu'on n'a pas envie d'acheter chez Elsevier. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est un business, c'est du volume. Et c'est ça qui fait tourner la boutique. Et tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on ne veut pas faire le sale boulot, je suis désolé, mais le poids économique de ce travail qui se fait de toute façon, et il y a de toute façon des raisons qui font que ça continuera, va être un poids lourd énorme sur les transformations possibles du système. Alors, donc je pense qu'on n'a pas du tout besoin de 50 Inventiones ou de 50 Annals of Math, que si on est même le terme sélectif, bon, qu'est-ce qu'on sélectionne quoi, si on est tous sur le même marché. Voilà. Je tiens quand même à revenir sur le vocabulaire, sur la notion de bonne ou mauvaise revue. Je pense que c'est important de distinguer plusieurs aspects. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très d'accord avec l'analyse qu'il ne faut pas se contenter de faire 50 Annals of Math, que c'est bien d'avoir des revues du niveau des Annales de l'ENS, etc. Mais qu'il y a beaucoup. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas se focaliser que là-dessus, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes qui se publient ailleurs. Voilà, et je suis assez gêné par l'utilisation de dire qu'il y a des revues, il faut faire des revues médiocres ou je pense que c'est pas ça la question, c'est qu'il faut aussi faire des revues qui s'adressent à un public très spécialisé, et un article peut être de bonne qualité même si en fait il va intéresser 3 personnes, c'est pas tellement question. Donc je pense qu'il faut distinguer le fait des... Non mais la chose dont je parle, c'est par exemple, tu as publié un article, tu as le choix, enfin d'ailleurs tu peux tout à fait mettre remarque, on a comme corollaire de tel théorème, tel machin, si on reprend la même démonstration en modifiant un epsilon à tel endroit, ou à la place d'écrire ça, tu fais un deuxième article dans lequel tu fais le cas petit epsilon en plus. C'est une pratique, je suis désolé, enfin il y a des gens qui font ça, et ils sont pas rares, et c'est pas forcément non plus des mauvais mathématiciens. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut à la fois avoir le discours de dire qu'il faut travailler sur un bon écosystème et que ça implique aussi de lutter contre les mauvaises revues, et ce que j'ai envie d'appeler une mauvaise revue, c'est une revue qui publie des articles qui sont souvent faux, qui sont souvent inutiles, qui sont que effectivement personne n'utilise. Mais un article, à partir du moment où il a un public dans la communauté, ça ne me gêne pas qu'il soit publié, même s'il n'est pas révolutionnaire. Et c'est important qu'on ait à la fois des revues très je ne sais pas si c'est important d'avoir des revues de sélectivité variée, mais c'est important qu'on ait une maison de qualité où le travail est quand même sérieux, où le travail sur l'article, la relecture est quand même sérieuse, et où on a une certaine assurance que ce n'est pas complètement n'importe quoi, et qui soit fait sur toute l'échelle de la sélectivité, dans la mesure de ce qu'on veut effectivement avoir à lire sous les yeux.
Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire que des annals of maths, mais voilà, il y a des bons journaux qui font un travail sérieux sans être hyper hype ou hyper sélectif. Et c'est pas une question de qualité. Pour moi, la qualité, c'est le sérieux du travail et c'est une politique éditoriale claire qui est bien mise en œuvre. Et voilà. Et c'est vraiment pas la même chose que de parler de qualité, de parler de sélectivité. C'est deux axes en fait, à mon avis, différents. Par exemple, Nature est un journal très sélectif et de très mauvaise qualité, à mon avis. Pour donner un exemple. Oui. Pardon. Oui. Oui, je voulais rebondir sur cette question de 50 Annals of Math, là, parce que j'ai l'exemple d'un journal qui a demandé à devenir épijournal et qui s'est fait jeter par le comité éditorial de Épijournal. Alors en l'occurrence, c'est un journal qui est géré par des chercheurs intègres et performants, mais c'est très matapli. Et donc je pense que c'est pas passé. Donc effectivement, il faut faire un peu gaffe, parce que c'est bien beau de se la jouer, on est plein de bonne volonté, etc. Mais si en pratique, il y a des endroits où ça commence à coincer pour de mauvaises raisons, c'est regrettable, vraiment, quoi. Donc en effet, je sais pas, il faut un peu faire attention, effectivement. Être vertueux, ça veut pas dire être forcément de qualité top. Enfin, il y a quelque chose, il y a des nuances à mettre là-dedans. Je suis bien d'accord. Oui. Did I not hear negative results? Have you talked about negative? Because I think that's a big issue as well. I mean, in medicine, for example, if you do a research and you don't get a result, it's really hard to get it published, which is really stupid. So it means that other researchers will start doing it again because they don't know that it's been done. So I think that should be added to the discussion you were having, if I understood correctly. Juste un témoignage, enfin une remarque à propos de ces discussions qu'on a autour de la qualité des différents journaux et du fait qu'il faut organiser un paysage de journaux qui soit varié, disons. Je trouve que c'est intéressant le fait de réfléchir à tout ça et enfin, les débats qu'on a aujourd'hui, cette semaine, mènent à s'interroger beaucoup plus sur le rapport qu'on a à la publication, sur qu'est-ce que ça signifie de publier, sur quels sont les apports vraiment d'un travail. Par exemple, l'initiative d'IPOL aussi, je trouve, amène des innovations vraiment très intéressantes. Et ça me faisait penser à une revue dont je viens de découvrir qu'elle a disparu, qui s'appelait Rejecta Mathematica, qui est une revue dans laquelle on envoie des articles qui ont été rejetés. Il fallait justifier d'un nombre minimal de rejets dans des soumissions et expliquer les raisons des rejets et expliquer aussi, donc il fallait envoyer une lettre aux éditeurs en expliquant pourquoi est-ce qu'on pense que ce qu'on avait écrit était quand même intéressant, éventuellement même s'il y avait des erreurs dedans, expliquer que les erreurs étaient intéressantes. Et voilà, bon là je découvre que cette revue a disparu, c'est dommage, mais en tout cas je trouve que c'est salutaire qu'il y ait ce genre de réflexion autour de ces revues. Oui, je suis d'accord effectivement avec Benoît que sélectivité et qualité ne sont pas du tout synonymes. Bon, je pense quand même que on est nombreux à connaître un certain nombre d'articles, y compris qui répondent aux exigences minimales, disons, de véracité et bon, de non-plagiat, et qui pourtant présentent un intérêt extrêmement limité. Donc je crois quand même que l'une des principale chose que devrait permettre l'accès ouvert s'il n'était pas complètement pourri par le système des éditeurs commerciaux, c'est justement de mettre des choses de les publier au sens les rendre publics, mais pas au sens de les publier dans une revue à comité de lecture. Et HAL permet de faire ça, et on peut. Bon, il y a d'autres formes qui, disons, d'accès ouvert moins pérennes. Je sais pas. En général, quand je fais des notes d'exposé de groupe de travail, mais ça sur ma page web parce que je pense pas que ça a besoin d'être conservé pendant très longtemps. Mais bon, ça me sert personnellement et de temps en temps avec des gens avec qui je discute. Pour moi, c'est plus confortable de renvoyer à la façon dont j'ai digéré l'article sur lequel on travaillait plutôt qu'à l'article lui-même. Donc il y a des choses qui devrait sortir du système de publication au sens où c'est utilisé actuellement, tout en restant public grâce à tout ce que permet l'accès ouvert. Alors évidemment, ça nécessite de revoir complètement le système d'évaluation à tous les niveaux, que ce soit pour les recrutements ou les promotions, parce que bon, je pense qu'il y a des choses qui sont des rapports de recherche qui sont intéressantes à signaler pour montrer qu'on a travaillé, même si effectivement c'est négatif.
Mais c'est pas pour ça que ça mérite d'être publié. Personnellement, quand j'écris mes rapports de recherche pour le comité national, j'insiste beaucoup plus sur tout ce que j'ai fait qui n'a pas marché que sur mes articles dont je suis content, parce que pour mes articles, je renvoie essentiellement à ce que j'ai écrit. Les évaluateurs peuvent voir que j'ai travaillé simplement en allant voir l'article, alors que, en fait, si je regarde, je pense, 90% de mon temps, c'est des choses qui n'aboutissent pas, donc ça me paraît normal de le justifier devant le comité national que voilà, j'ai travaillé à faire ces choses-là qui n'ont pas marché, mais ça n'aurait pas du tout sa place dans une revue, même de 4e zone. Donc je crois qu'il faut quand même réfléchir sous tous ces angles-là à la question de l'accès ouvert et des différents types de manière de rendre public un texte. Sans vouloir être polémique, mais je trouve que c'est extrêmement utopique ce que tu dis. Dans le sens que la plupart des gens, surtout si on n'est pas en France, surtout si on n'a pas un poste, sont très contents d'avoir des mauvaises revues. Et je suis aussi pas tout à fait d'accord avec ce que disait Benoît. Il y a des mauvaises revues, on a besoin de mauvaises revues. Ou mauvaise revue signifie qu'elle fait pas un bon travail éditorial, parce que malheureusement c'est les grandes revues qui, comme disait Marie tout à l'heure, vont être blindées de publications chinoises ou je sais pas où, et nous on a beau se dire non mais nous on n'a pas envie de ça, très bien, mais le problème c'est que ça va faire des revues pour Elsevier, pour Springer, qui seront pleines de papier. Alors il faut essayer bien sûr, donc il faut garder le contrôle sur la qualité et sur la sélectivité, mais il ne faut pas être utopiste non plus. Et l'idée de dire si j'ai un résultat moindre que je considère intéressant mais je ne veux pas le publier, c'est très bien, c'est une pratique excellente, mais ce n'est pas une pratique qui peut faire changer quoi que ce soit tant que les comités de sélection ont besoin de voir des longues listes. Et comme le disait Thierry Bouche tout à l'heure, si on a un étudiant qui a un résultat moyen, on ne va pas lui dire écoute c'est moyen, tu le laisses sur ta page web. On lui dit bon quand même tu vas trouver le petit non. Can I get back to the young scientists and impact factors? Because it's been very interesting to see. Would you want the microphone? Do you want the mic? I was a school teacher, sorry. It's been very interesting to see what happened at Lingua. So when the journal Lingua flipped to Glossa, it lost its impact factor. And actually, this was done by a very reputed, old academic, Johan Roerik. So he took, with his colleagues, the risk to set up a new journal, basically, and to miss out on the research of young academics. He was really afraid of this. He was afraid of a lot of things, but this was his major concern, because he didn't want to lose the young academics. And up till now, he has seen that there are more young academics coming to Glossa than they went to Lingua, and they specifically say, we really love the fact that this is open access. We don't give a shit about impact factors. In linguistics, they're just as anarchistic as in math, so I think your young academics probably will say the same. The linguistics is a very small discipline, so they don't need the impact factors of the journals to see which is good and which is bad. And so the only problem is what Marie said, that the Chinese don't come to Glossa yet because they will be punished if they publish in Glossa, which will have an impact factor, by the way, in 2 or 3 years, which they don't really want to have, but it's inevitable in this situation. And what Glossa is striving for is to move towards impact factors on articles. I mean, you don't want an impact factor on a journal. It's stupid. If there's one Nobel Prize winner in a journal in 10 years, the impact factors, it goes sky high. And well, I don't have to tell you this, but it was very positive to see. And I think the move of Jalko also was, of course, done by prestigious academics, elder people in business who take the lead. So I really agree with you that it should be the older people who start moving towards the right, fair, open access, and then the younger people will follow, I'm pretty sure. Je vais un peu rebondir sur ce que vient de dire Saskia sur l'article, l'impact factor de l'article et non pas de la revue. En parlant des revues en open access, on essaye en fait de reproduire ce qui se fait jusqu'à présent, mais comme on est dans une situation de monopole,
en général, on ne sort pas du monopole si on fait la même chose. Il faut vraiment une innovation radicale pour qu'on arrive à faire bouger les choses. Donc là, est-ce qu'on n'est pas un peu trop naïf en se disant bon, bah, c'est pas faire, il faut essayer d'avoir des pratiques un peu plus éthiques, mais on refait la même chose. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de se concentrer sur essayer de chercher quelque chose vraiment de radical? Il y a quelque temps, j'ai assisté à les journaux d'Épicience, et il y avait ces discussions, c'était posé. Il y avait une discussion, c'est Serge Bouin, je crois, qui parlait, essayer oublions les revues, le niveau revue, faisons un modèle uniquement sur les archives ouvertes, les articles, essayons d'avoir du peer review comme un forum social basé, voilà, ça c'était la problématique, comment peut-on faire pour avoir des reviews de ces articles. Mais oublions directement la revue, et comme ça l'impact factor de la revue, ce problème qui est central, il disparaît. Alors que là, on parle de l'open access, mais on refait au centre Mersenne où est-ce qu'on n'est pas un peu trop naïf en se disant on va pas, dans quelques années on va revenir, oui, forcément, puisqu'on refait la même chose et le monopole est toujours là. Donc les gens pensaient que la chute du météorite, enfin l'événement qui pourrait casser le système, c'était le libre accès. Ils se sont trompés. Ouais. Juste peut-être sur l'impact factor, encore une fois en SHS on est un peu différent, comme on n'est pas dans le WOS, les 3/4 des revues ne sont pas dans le WOS, du coup on n'a pas trop d'impact factors, ce qui à mon avis est une chance quand je vous écoute, en tout cas une forme de chance. Pour l'instant, et je pense qu'en maths il y a un peu de ça aussi, et peut-être l'impact factor c'est quelque chose, alors je ne sais pas si c'est faisable, mais puisqu'on fait de la politique fiction, est-ce qu'on ne peut pas faire comme les étoiles Michelin, c'est-à-dire le refuser, il faudrait créer un truc comme ça, c'est-à-dire je refuse l'impact factor de la revue, mais ça veut dire que c'est les responsables des revues qui doivent le faire. Et je voudrais juste dire une petite chose qui à mon avis est un peu liée, il y a forcément un moment quand on parle d'open access où on parle d'évaluation. Parce qu'il y a eu un colloque l'année dernière à Toulouse sur ce sujet-là, open access et évaluation, parce qu'il y a forcément un moment, on parle de l'évaluation du chercheur, et on peut parler aussi de l'évaluation du temps du chercheur quand il travaille dans la revue, et on peut parler aussi de toutes ces choses-là qui font que ça bloque aussi à ce niveau-là. Mais en même temps, et je vais te dire gentiment, le chercheur est un peu schizo sur cette question-là, puisqu'il va protester contre l'impact factor, et il va dire je suis bénévole dans une revue, je ne suis pas pris en compte dans mon évaluation de ma carrière, etc., etc. Mais en même temps, quand il est dans une position au comité national, ou ailleurs en CPU, etc., en université, tout ça, et ben qu'est-ce qu'il fait ? Il googleise, il cherche l'index âge de son collègue, il regarde les publications et pas ce qui a été fait en dehors, etc. Donc moi, j'ai un moment où j'ai un petit souci à ce niveau-là. Alors, vieux chercheurs et jeunes chercheurs, du coup, se retrouvent sur la schizophrénie on veut développer ça, mais en même temps, quand c'est les chercheurs qui tiennent l'évaluation, c'est eux qui font l'évaluation, elle est faite par les pairs. Et elle ne change pas beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un axe de politique fiction, mais voilà. C'est un axe intéressant. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que... Surtout qu'en maths, on a tendance à dire que nous, on lit les articles. Alors j'entends moins de nos jours, mais on l'a dit longtemps. Nous, quand on évalue, on lit les articles. Bon, c'est faux. Soyons clairs, je ne sais pas si quelqu'un veut me challenger là-dessus, mais je prétends que c'est faux. Et on est contre la bibliométrie, mais on regarde un petit peu les numéros qui sortent dans MathSciNet quand on est dans les comités. Oui. Alors, je pense que le facteur d'impact n'est pas très important en maths, mais en fait, c'est plus parce qu'on a une échelle du prestige qui nous paraît déjà suffisamment nette pour qu'on n'ait pas besoin on va aussi un peu chercher les numéros, mais au fond, chacun a son échelle qui sait que tel et tel journal, c'est quand même le top, tel et tel journal, c'est juste en dessous, tel et tel journal, c'est après. Et donc, cette échelle-là, elle est suffisamment claire dans l'esprit de chacun, sans forcément être raccord d'un esprit à l'autre, pour qu'on ne ressente pas beaucoup ce besoin. Mais à la fin, au fond, c'est pas qu'on n'aime pas lire les articles. Quelle est la raison pour laquelle on évalue si mal et avec tellement d'intermédiaires ? Parce qu'on évalue beaucoup. On évalue beaucoup trop. Et pour rebondir sur ce que dit Benoît, je trouve malheureusement, même si on déteste tous l'impact factor, globalement il a raison. Je le dis très provoquant, mais vous prenez Anas Invenciones, ils sont le plus beau, vous prenez une petite revue que vous, dans votre tête, dans votre coin, vous considérez assez nul, et probablement l'impact factor est moindre. Donc malheureusement, moi j'ai l'impression, voilà, très bien. Il y a des disciplines qui sont très majoritaires dans des journaux comme Invenciones. Il y a une classification
Oui, mais on a un imaginaire, mais il y a aussi dans l'imaginaire des disciplines mathématiques. Dans les mathématiques qui se conçoivent comme une discipline noble, il y a des sous-disciplines qui sont plus nobles que les autres. Tu regardes les exposés dans les séminaires Bourbaki. Oui, mais alors ça, justement, l'impact factor va pas faire les choses dans ce sens-là, parce que les maths applis sont beaucoup plus valorisés, beaucoup plus cités que les maths... Oui, en effet, j'ai pris en tête la liste de tous les dysfonctionnements qu'il faudrait dire pour les limitations de l'impact factor, parce que je n'ai pas vraiment étudié la question, mais je pense qu'un seul chiffre, de toute façon, fout en l'air toute la diversité nécessaire à des évaluations. Non, mais pour les maths, c'est un théorème, ça a été démontré, l'impact factor, il n'y a pas assez de données pour qu'il puisse avoir du sens. Non, mais je voulais pas défendre l'impact factor, loin de là. Je voulais seulement dire que malheureusement... Non, je dis que malheureusement, il ne marche pas suffisamment mal. Pour que notre argument de dire il marche mal soit vraiment efficace, il faudra avoir tous en tête que Annales c'est une excellente revue et puis aller regarder. Mais non, attends, j'arrive pas à m'expliquer. J'arrive pas à m'expliquer. Je ne veux absolument pas défendre l'impact factor. Je suis seulement en train de dire que malheureusement, lorsque, comme lui il disait, dans le comité de sélection, on regarde la liste de publications, on a tous en tête, très bien, il a publié 3 fois Annales et 2 fois Inventiones, donc il est un très bon chercheur. Et d'autre part, si on ne le faisait pas par le prestige, mais on le faisait par l'impact factor, probablement, on aboutirait à des résultats qui sont semblables. Du coup, ce que je dis, c'est que malheureusement, c'est pas flagrant qu'il se trompe. Il se trompe, mais ce n'est pas flagrant. C'est ça que je voulais dire, pas du tout le défendre. Je pense que le débat est ailleurs, parce que qu'on évalue les listes de publications en faisant la somme des impact facteurs des journaux, ou qu'on l'évalue en prenant le max, ou qu'on l'évalue en disant combien de fois j'ai vu les noms qui me font apparaître des étoiles dans la tête, de toute façon, c'est un problème parce qu'on n'est pas en train d'évaluer le fond. Et on est en train de reporter notre évaluation sur l'avis de référé dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas le contenu des rapports, et on sait juste que ça a été lu par des gens dont on estime qu'ils sont bien. Et ça devient très indirect. Si on évaluait moins, et même si on publie beaucoup, on pourrait dire citez-moi l'article que je dois lire pour vous évaluer. Voilà, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que font les Anglais quand ils font leurs évaluations nationales. C'est l'auteur qui choisit, celui qui candidate, qui choisit ses 5 meilleurs papiers. Et à charge aux évaluateurs d'en lire un ou d'en scanner un petit peu. Et ça, c'est intelligent. Et moi, quand j'ai joué ce jeu, parce qu'on me l'a demandé quelquefois de donner mes 5 meilleurs papiers, c'est absolument décorrélé des revues à grand impact factor. C'est même souvent les papiers que je considère les meilleurs, ils sont dans des petites revues que personne n'a lues, mais je sais à titre interne pour moi que c'est pour moi un bon papier, qui n'a pas été assez lu. Et remettre le chercheur un peu aux manettes sur quoi il veut être évalué, ça me semble un truc vraiment à pousser dans les comités. And an extra revenue is that there's much too much being published. And if you force the author to only put up 5 of his or her articles, then they will make sure that they put more effort in those 5 articles than they did before in the 20 articles they were publishing, because it was all about quantity and not quality. And this is being tried in Holland and in Germany, and I think we even are going to 3 articles, because we also have to get away from this ridiculous idea that if you publish a lot, you are a good publisher. Oui, pour rebondir sur ce que disait Marie Farge, en fait, c'est déjà le cas quand même. Dans les évaluations au CNRS, on demande les 5 meilleures publications, de classer par ordre croissant, décroissant les 5 meilleures publications et d'expliquer les résultats. Dans les évaluations tous les 2 ans, tous les 4 ans, donc c'est quand même la tendance qui se profile. J'ai l'impression. Pour en avoir parlé à plusieurs reprises avec Karim Ramdani, il me disait qu'à l'INRIA, c'était aussi sur la relecture d'articles. En tout cas, que lui, quand il y avait des recrutements, il y avait 2 articles qu'il relisait intégralement et il se fondait uniquement là-dessus. Oui, alors effectivement, Thierry, tu fais bien. Donc là, on a un peu commencé sur les 2 autres questions que j'avais préparées. Donc la deuxième, c'était sur quelles sont les forces qui vont compter parmi les différents scénarios, disons, dans l'équilibre entre les expérimentations qui vont continuer et les éditeurs commerciaux qui tiennent l'essentiel du pouvoir. Il va y avoir une question de curseur. Il y a un équilibre qui va se placer quelque part. On ne sait pas encore trop où. Donc la question, c'est quelles forces vont jouer sur la position de ce curseur-là. On a déjà cité la Chine, on a déjà cité Couperin, on a déjà cité les jeunes chercheurs et chercheuses et les vieux chercheurs et chercheuses. Est-ce qu'on peut ajouter des points? Et puis j'ai tout de suite mentionné la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer ces forces en tant que bibliothécaire, en tant que mathématicien et mathématicienne, pour peser dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire?
Par exemple, sur l'évaluation, une des forces, ça va être la façon dont l'évaluation est faite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer la façon dont l'évaluation se fait? Déjà, tout le fait qui est déjà en marche, naturellement, vu les boycotts, c'est déjà de refuser de référer des articles dans les... Alors, vous connaissez les noms, hein, dans les growth majors. Et quand je refuse... En plus, vous savez tous, quand vous le faites, c'est que c'est en fait un robot qui vous parle. Donc moi, je m'amuse à faire un grand texte en disant... je réponds en disant, voilà, pour telle et telle raison, je ne veux pas référer à cet article. Et je vous conseille d'adhérer au boycott Cost of Knowledge, etc., etc., et j'ai jamais eu la moindre réponse parce que c'est un robot. C'est-à-dire, il n'y a personne derrière le robot. Hein. Il faut savoir que quand on vous demande de référer des articles, tout ça, c'est des trucs automatiques. Les plateformes, elles fonctionnent en mode automatique. Et souvent, donc je refuse de référer l'article et ça rate pas. Un mois après, on me dit, mais attendez, vous avez dépassé les délais, etc. Ils font comme si j'avais accepté. Alors maintenant, je fais un truc plus vache encore. C'est-à-dire, je réponds pas. C'est-à-dire, quand c'est pas signé, quand je sais que c'est un robot, qu'il n'y a pas le nom d'une personne avec un téléphone, un truc où je peux contacter la personne, je ne réponds même pas. Alors ça fout la merde, bien évidemment, parce que n'ayant pas répondu, ça les bloque. Mais je pense que de l'intérieur, on peut déstabiliser pas mal le système si on fait, moi ce que je m'amuse à appeler la grève, mais la grève, ça veut dire, on les bloque. Faut être un petit peu agressif là-dessus parce que sinon, ils s'adressent à quelqu'un d'autre. Et puis il faut savoir, à nouveau, ce que je disais avant, c'est qu'ils ont des modes automatiques. Les plateformes, elles fonctionnent en automatique. C'est-à-dire, ils ont des listes de référés qui génèrent eux-mêmes. Parce que pour un publisher, c'est quoi un bon référé? C'est tout simple, c'est le gars qui répond rapidement, quelle que soit la qualité du rapport qu'il écrive. Voilà. Donc, c'est un critère détestable, en fait, en pratique. Et donc, il faut lutter contre ça. Et lutter contre ça, c'est justement refuser... Moi, personnellement, je refuse les plateformes. Et ce que j'espère, c'est que... C'est pour ça que l'expérience d'iPole, pour moi, est remarquable. Hein. C'est pour moi un bon journal. Ça part d'une communauté, mais très spécialisée. Il faut être à un niveau d'expertise. Si on veut être à la frontière de ce qui se passe en recherche, c'est quand même l'expertise qui est très, très rare. Donc, ça ne peut pas être dans des revues qui couvrent plusieurs disciplines. Moi, j'aime pas personnellement ces revues qui se prétendent prestigieuses dans tout le domaine des maths, par exemple. C'est un peu idiot, par principe, excusez-moi. Et ce genre de truc, ça devrait être une deuxième couche. Il y a une première couche d'évaluation qui n'est que en termes de est-ce que l'article a des erreurs, etc. Et ça, c'est fait par les gens les plus spécialisés possibles. C'est publié, c'est une sorte de garantie que il n'y aura pas trop d'erreurs dans cet article. Et après, on peut avoir toutes les couches ensuite de prestige, si vous voulez, mais ça doit être dans un deuxième temps. Ça doit être, c'est comme je sais pas, pour moi, c'est comme dans le domaine, mettons, de la critique littéraire. Vous voyez, donc après, on développe des outils et des plateformes et des revues, les revues au sens d'un comité qui va dire mais là, parmi les articles publiés cette année en maths, ça c'est important, et on refait des articles là-dessus. Et voilà, donc je pense qu'il faut hiérarchiser différemment les revues aujourd'hui. Et la qualité, le niveau peer-reviewed, ça doit être le plus granulaire possible, le plus spécialisé possible. Et pour rebondir sur la remarque qui était très intéressante, vous citiez Serge Bouin, qui disait, mais aujourd'hui, c'est plus les revues. Alors pour moi, c'est plus les journaux, si vous voulez. Et pour moi, c'est vrai aujourd'hui, en fait, c'est le comité éditorial. Une revue, c'est le comité éditorial, la réputation du comité éditorial, et attention, son implication. Parce que quand vous regardez les revues commerciales, vous avez des grandes listes d'éditeurs hyper fameux, mais ils fichent rien. C'est-à-dire qu'on met le nom juste par prestige, uniquement pour ça. Et vous amusez juste à un truc. Si le chercheur prestigieux a changé d'adresse, elle n'est pas notée, il a toujours son adresse d'il y a 10 ou 20 ans, parce qu'ils ne sont même pas en contact avec le gars. Non, mais franchement, je peux vous donner des exemples, je peux vous citer des cas. C'est vraiment les revues commerciales. C'est génial de ça. Matanalone, j'ai vu un Matanalone avec sur la couverture, Jean-Yves Velchinger, je faisais les noms de membres de comité, et puis la ville. Jean-Yves Velchinger, il habite à Cedex. C'est trop joli. Non, mais disons, il faut reprendre le contrôle parce qu'on observe du n'importe quoi et il faut aussi le dénoncer, c'est-à-dire faut le dire peut-être, faut leur mettre un peu le nez dans leur truc aussi. Et ça, malheureusement, on le fait passer parce qu'on est c'est impoli de faire ça, si vous voulez. Mais si on le fait collectivement, je pense que ça pourrait commencer à prendre un tout petit peu plus
d'ampleur. Et en tous les cas, pour en revenir, c'est un comité éditorial et son implication. Et c'est pour ça que moi j'aime bien l'idée que le comité éditorial possède au sens simplement légal, pas pour en faire du fric bien évidemment, mais légal, le titre de la revue, parce que ça veut dire qu'il en prend la responsabilité, et le groupe en prend la responsabilité. Et l'autre truc qui me plaît beaucoup dans les plateformes de publication, c'est que pour la première fois, on va avoir un feedback qui va nous permettre de vérifier la qualité du travail des comités éditoriaux, parce qu'on ne laissera pas n'importe quelle revue. C'est justement tout le principe là, de ce que vous faites au Centre Mersenne, c'est que vous allez avoir des gens qui évalueront est-ce que cette revue mérite ou non publication. Et ben pour vérifier si la revue mérite ou non publication, j'espère que vous demanderez aux membres du comité éditorial de cette revue, montrez-moi comment vous travaillez, montrez-moi les rapports que vous avez faits les 2 dernières années, vous prenez la décision après combien de rapports de référies, on ouvre la boîte, il faut ouvrir la boîte du peer reviewing qui donne lieu à des pratiques aujourd'hui, à mon avis, assez, qui déclinent en qualité, et ça sous la pression des publishers qui veulent simplement qu'on aille le plus vite possible. Donc eux, la qualité, ils s'en fichent. Ouais, alors juste pour... Effectivement, par rapport à ePaul, c'est vrai que ça donne l'impression que c'est en train d'émerger dans le sens où la qualité est là. Et, par contre, c'est vrai au niveau des évaluations, il faut aussi peut-être que le message passe aussi dans le sens où voilà, les personnes qui évaluent, est-ce qu'elles connaissent ça derrière? Pas forcément. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore... comme le journal est quand même assez jeune, on va dire, je pense qu'il faudrait aussi faire passer le message dans tous les comités. C'est-à-dire qu'entre un étudiant qui a fait même un article dans un article prestigieux dans des revues avec des hauts impacts relatifs, hein, mais en impact factor, peut-être que voilà, il faudrait peut-être repenser la notion de, à la fois même de publier en fait. C'est un peu ce qu'on fait à ePaul en fait. Hein. On repense un petit peu parce qu'il y a pas forcément 10 reviewers dans les trucs. Hein. C'est plus la responsabilité, un long travail. Du coup de toute l'équipe en fait éditoriale hein, qui est derrière effectivement après repenser les choses, c'est vrai que ça se fait pas d'un coup comme ça aussi, on peut pas révolutionner, mais pour reprendre un peu l'aspect par rapport à la cocaïne, c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que là quand on essaye de négocier les prix avec les éditeurs, on peut se dire ouais, c'est un peu comme si on essayait d'arrêter petit à petit, mais est-ce que des fois il faut pas se dire tant pis, on met vraiment l'accent sur les trucs, on croit vraiment que c'est bien et puis on arrête, on arrête. Alors, on peut pas faire une révolution directement, ça serait mais je pense que de passer par les comités d'évaluation, vraiment faire passer des gros messages en listant publiquement, c'est-à-dire que l'étudiant s'il sait qu'il a un article dans telle revue qu'on a répertorié en disant ça c'est super top, peut-être que l'étudiant va dire ah non mais ok, non mais je poste même plus les autres revues, hein. Il y a des domaines où il y a des conférences, par exemple en SIGGRAPH, qui sont réputées, c'est même pas des revues, hein, ils savent que s'ils ont un article là, ils savent qu'ils ont un poste, quasiment, c'est quasiment ça. Donc là, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu l'équivalent en disant voilà, il y a telle et telle revue, même si c'est pas encore le prestige, on peut le créer le prestige, je pense, et dire voilà, ça c'est top, c'est un article là. Voilà. Peut-être qu'il faut essayer d'imaginer des nouveaux outils. Voilà. Je ne sais pas si c'est un peu utopique ou pas, mais ça rejoint un peu la remarque qui a été faite. Mais... C'est la question de décaler l'échelle du prestige, mais il y a aussi la question est-ce qu'on ne veut pas casser l'échelle du prestige? C'est pas complètement, c'est un peu ambigu. Ouais. C'est pas facile. Mais... Sur les leviers possibles, imaginables, on avait déjà abordé la question du financement et du transfert des sommes qui actuellement sont consacrées aux abonnements pour soutenir justement diverses initiatives. Peut-être qu'il y aurait à réfléchir sur les modalités à mettre en œuvre pour ça. Oui, alors concrètement, vous allez tous vous désabonner de Springer l'an prochain, vous faites quoi avec le fric? Mais donc moi ce que je voulais dire c'est oui, ici on parle de choses concrètes. L'appel de Jussieu à l'origine c'était un appel pour que les gens qui font des dépenses de doc consacrent 1% à faire avancer le libre accès vertueux. Et puis finalement ce 1%, je sais pas, il y a eu une controverse dans le groupe dont je suis un membre qui est très très peu actif. Et le 1% a disparu, et ce qui est resté, c'est en fait un appel à pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un texte assez long, il y a des attendus qui sont assez longs, et puis l'appel finalement c'est regroupons-nous, identifions-nous,
faisons quelque chose de vaporeux international dans lequel on saura qui sont nos amis. Bon, ce qui est déjà une première chose très importante. Mais moi, j'étais contre le 1% parce que j'étais pour 30%, disons. À mon avis, si on a une politique, on a une ministre qui nous a fait, qui n'est plus ministre, mais on a eu une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a fait un discours sur le libre accès, qui a signé en grande pompe un accord sur HAL, des choses comme ça. Et concrètement, les sous, ils sont où? Je ne sais pas si vous les avez vus, les sous du libre accès, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je ne sais pas, à mon avis, si on a une volonté politique... Non, mais ils sont dans les abonnements, c'est pas les sous du libre accès, donc... À un moment donné, il va falloir switcher. Ah oui, alors c'est le fait que le big deal avec les APC sont pris en compte dans le... Enfin bon, je sais pas. Donc bref, si on a une politique en faveur du libre accès, il y a de l'argent qui était consacré à faire tourner un système qui n'est pas en libre accès, qui doit arriver du côté du libre accès. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc moi, voilà, machin concret, ça. Et puis une autre chose que j'avais envie de dire, alors comme c'est quand même une assistance assez majoritairement de bibliothécaires, ça va me faire beaucoup d'amis, mais ce qu'on a observé dans les... Enfin je sais pas, le truc qui allait avec ce qui s'appelait quand même les années euphoriques, moi je suis pas sûr qu'elles soient euphoriques pour tout le monde, en particulier pour les bibliothécaires, j'ai toujours de l'extérieur vu ça comme plutôt des années de renoncement à leur mission fondamentale, hein, acquérir, sélectionner, parce que la sélection a quand même plutôt disparu, et archiver de la documentation, et plutôt à une grande... à transformer les bibliothèques en boîte à lettres pour de l'argent, qui va, et pendant que les fonctions régaliennes de la bibliothèque sont privatisées. C'est-à-dire que la fonction de sélection, d'archivage, etc., maintenant c'est chez l'éditeur. Et la bibliothèque ne sert que de boîte à lettres pour une somme d'argent qui va aussi chez l'éditeur. Et donc ça pourrait changer. Enfin, disons, face à cette évolution, quelqu'un qui était un grand avocat du libre accès, qui a beaucoup fait pour la cause, qui s'appelle Andrew Onlisco, a fait un article dans lequel il dit, bon, ben, si on regarde les choses en face et qu'on continue à être pour le libre accès, ben, la bonne façon, c'est de carrément abandonner, fermer les bibliothèques et tout passer aux éditeurs et leur donner assez d'argent pour que ça soit en libre accès. Ce qui est une provocation, mais à la fois une provocation, comme on a dit, qui est peut-être assez, qui a plus de chances de se réaliser que les autres idées dans la nature. Et donc, pourquoi pas? Enfin, si on est là pour rêver, enfin, quelles sont les actions qu'on pourrait prendre? Il y a eu une loi numérique faite en grande pompe qui a modifié un tout petit aspect du droit d'auteur. À mon avis, la bibliothèque numérique, BSN, Bibliothèque Scientifique Numérique, il y en a une. Elle s'appelle Sci-Hub. Elle remplit exactement la fonction qu'on attend d'une bibliothèque, c'est-à-dire qu'elle récupère les publications faites par les éditeurs, c'est un tiers, ça n'est pas... l'archive, elle n'est pas contrôlée par l'éditeur, ça c'est jamais vu, c'est pas les bibliothèques qui sont en fait, je paye quelque chose éternellement à un éditeur qui est assis sur son archive, c'est pas une bibliothèque. Donc la fonction bibliothèque, c'est quoi? C'est ce qu'on essaye, nous, à faire à notre petite échelle dans l'UMDA, mais bon, voilà, on n'est pas arrivé très loin. Sci-Hub est arrivé beaucoup plus loin. On prend le contenu des éditeurs, on le met dans une archive et on le rend disponible pour tous. C'est la fonction bibliothèque. Là, je suis désolé, pour moi, ce modèle-là est beaucoup plus satisfaisant. Et ben, refaisons une loi numérique et disons que Sci-Hub, c'est légal. Alors, sans revenir peut-être sur les aspects plus polémiques, mais je vais rebondir sur la première partie de l'intervention de Thierry, sur le pourcent ou quelques ou 30% des dépenses. Je pense que ça, c'est un truc qui, sans dire que vous, en tant que bibliothécaire, je m'adresse aux bibliothécaires, sans dire que vous avez pouvoir de bouger ce curseur-là, c'est au moins quelque chose qu'à mon avis, il faut promouvoir, il faut discuter, il faut que cette idée devienne naturelle de plus en plus et de dire, bah oui, finalement, on va arrêter un gros bouquet et on va utiliser une partie de l'argent économisé pour ces projets-là, pour développer des projets. Et après, ça passe par la bibliothèque où la bibliothèque dit eh ben, on n'utilisera plus l'argent, donc monsieur ou madame, ma présidente d'université, utilisez-le pour ça, mais d'une façon ou d'une autre, d'avoir effectivement une redirection. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins d'accès aux revues qui ne sont pas ouvertes. Mais au fond, est-ce que c'est si grave? Puisqu'on voit qu'en Allemagne, finalement, pendant qu'Elsevier coupait les accès, personne ne s'est beaucoup plaint. Bah, si ce n'est pas si grave, assumons-le et utilisons l'argent à autre chose, quoi.
Alors sur cette question, effectivement, il y a déjà eu quand même des désabonnements de Springer dans des grosses universités de sciences françaises. Je pense à Lyon 1 et Toulouse 3, qui n'ont plus d'abonnement à Springer depuis quelques années. Il y a les désabonnements dans les universités nord-américaines, et à chaque fois, le constat, c'est effectivement qu'il y a assez peu de récriminations de la part des chercheurs. Peut-être parce qu'effectivement, ils trouvent sur SciHub tout ce dont ils ont besoin. Et en tout cas, pour revenir à ce que je disais dans ma présentation, je pense qu'effectivement, l'objectif, c'est d'obtenir alors des arrêts complets ou en tout cas des baisses significatives de montants d'abonnement. Une partie va forcément revenir dans la poche de l'établissement qui, sous la pression, enfin, tout l'enjeu, ça va être que ça ne serve pas que à absorber les baisses de budget des établissements et qu'une partie puisse réellement être réinjectée dans des infrastructures de sciences ouvertes. Et c'est là où j'ai un peu quelques doutes, parce que, alors on a parlé du deal d'épée science qui a des biais, etc., mais qui quand même va, à mon sens, dans un sens positif. Il y a quand même il y a très peu d'établissements qui se positionnent. Il y en a beaucoup qui sont en attente, qui sont un peu attentistes. Et compter sur la bonne volonté, la sensibilité de nos 200 établissements, 100 universités, plus les écoles d'ingénieurs, plus les EPST, je ne sais pas si s'il n'y a pas, même si je ne suis pas jacobin dans mes opinions, mais si c'est pas du central que peut venir ce financement. C'est sûr que bon, moi j'ai pas été forcément non plus un grand fan de la licence nationale Elsevier, mais si on rêve un peu et qu'on obtient et pas forcément via un big deal d'APC, mais juste rester sur un big deal d'abonnement, mais avec, je sais pas, 10% d'économie. 10% d'économie, c'est 3,4 millions. Si une partie est redistribuée aux établissements, mais qu'une partie est gardée par le ministère en centrale pour financer des infrastructures, là, on change quand même d'échelle. Et ça me paraîtrait particulièrement intéressant. Par rapport à ce que ResearchGate peut relever, par rapport à ce que les éditeurs peuvent injecter, je suis d'accord. C'est par an. Maybe I can come back to this EC project. They're going to put 6.4 million for an infrastructure. And maybe you should think about what you could do with that. I mean, there's going to be money out there. And it's the publishers who are going to drop it, get it. You don't want the publishers to get it again. Oui, moi je voudrais juste dire une chose. J'ai été assez impressionné. Alors c'est un autre point de vue sur l'argent. C'est-à-dire que les chercheurs ne sont pas des commerciaux. Et donc le point de vue sur l'argent, il est sans doute un petit peu différent, que ce soit des coûts effectifs ou des coûts cachés. Et j'étais assez impressionné par l'enquête en SHS pour voir à quel point les coûts cachés sont importants. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut aussi modifier les équilibres en sciences dures, comme on dit, ou en tout cas en maths, c'est de modifier les équilibres sur les coûts cachés. Alors je suis assez impressionné de voir à quel point les chercheurs en sciences humaines sont impliqués jusque presque au bout dans la publication. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et peut-être une des pistes, c'est un petit peu de pousser aussi cet aspect-là en mathématiques. Ce qui aura l'avantage, d'une part, de relever l'importance qu'on donne dans les évaluations à tout ce travail qui est donc en général pas pris en compte. Hein, donc on se plaint beaucoup du fait que le travail de rapport, d'évaluation des articles n'est pas pris en compte. Peut-être parce qu'il y a en gros l'idée qu'il y a deux fonctions qui sont très différentes, la fonction du chercheur qui cherche et la fonction
la fonction de celui qui peut-être met un peu plus les mains dans le cambouis. Et j'ai l'impression qu'en SHS, ces deux fonctions sont pas tellement distinguées, tandis que peut-être en mathématiques, on privilégie pas du tout certains aspects qui devraient être, à mon avis, beaucoup plus supportés en quelque sorte. Et donc, une des pistes qui pourrait être envisagée, c'est d'enlever de la tête, enfin d'une certaine manière, d'enlever de la tête que le bénévolat est quelque chose qui, entre guillemets, n'est pas pérenne, n'est pas bien, etc. En fait, si on pense à beaucoup d'autres aspects, comme les ONG, etc., qui reposent énormément sur le bénévolat, qui ont fait avancer énormément beaucoup de choses dans beaucoup d'autres domaines. Je crois que le bénévolat peut être, qui est donc un coût caché, c'est favoriser le bénévolat de différentes manières, peut être une façon de faire bouger les mentalités au niveau des évaluations de la schizophrénie, comme on a parlé tout à l'heure, etc. Et je crois que ce qu'il y a derrière cette schizophrénie, c'est le fait que le bénévolat est complètement considéré comme ne faisant pas partie de l'activité naturelle du chercheur. Alors qu'en fait, à mon avis, c'est un aspect du travail, bénévolat voulant dire que c'est un travail qui n'est pas dans l'axe de la recherche elle-même. Voilà, donc peut-être il y aurait là aussi un curseur à faire bouger, augmenter d'une certaine manière les coûts cachés dans la publication, en faisant bouger le curseur du bénévolat et donc en attirant notamment des jeunes, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, à produire des activités qui sont, dans le cadre des publications, qui ne sont pas seulement des activités de publication de leurs articles, mais qui rentrent dans le cadre du bénévolat. J'ai pas de question. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait prendre en compte dans notre activité le travail d'expertise, etc. Mais ça impliquerait qu'on évalue ce travail, et en particulier qu'on voit ce que les gens écrivent comme rapport. Parce que là, on aurait des surprises, puisque que ce soit des bonnes ou des mauvaises revues, sélectives ou pas, ça serait assez amusant de publier les rapports des gens, puisque certains rapports, même dans des revues de top, consistent en 3 lignes. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est si on considère ça comme un vrai travail, il faudrait qu'effectivement, des gens qui font un vrai travail, et bien sûr il y en a, on distingue entre, et pas juste j'ai fait pour tel et tel journal, et puis voilà, parce que même pour des grands journaux, on a des surprises assez saisissantes, et dans des petits journaux, soi-disant, il y a des gens qui font un travail, qui ont tout lu, quoi, donc j'ai des exemples de tout, tout et son contraire, quel que soit le niveau du journal. Voilà, donc c'est juste qu'il faudrait réfléchir comment l'évaluer concrètement, et pas juste se baser sur j'ai référé pour un Alsoph Math 8 fois, et puis voilà. Parce que j'ai des... Mais ça pointe aussi... Non, mais de lire certains rapports, parce que j'ai des exemples autour de moi, des gens qui hésitent même à les mettre sur leur page web de très grands journaux qui indépendamment du fait qu'ils sont publiés par des sociétés savantes ou par des grands méchants, se permettent d'écrire des rapports complètement scandaleux et qui sont une honte pas pour leur revue, mais pour les mathématiques ou la science en général. Voilà. Mais je pense que ça pointe quand même assez directement sur cette schizophrénie. C'est que finalement, quand on est... ça veut dire qu'il y a des gens qui, au moment où ils écrivent un... Non, mais je l'ai, mon micro, il est là. Au moment où on est un relecteur qui envoyons un rapport indigent, on a l'impression qu'on peut se le permettre. Ce qui veut dire, on n'est pas caché de tout le monde, on est quand même vu par un rédacteur ou une rédactrice. Il y a quand même quelqu'un de haut placé dans la communauté qui va lire ce torchon qu'on a envoyé.
et on considère qu'on peut se le permettre, ce qui est sans doute parce que c'est le cas. Mais ça veut dire qu'on a beau râler, il y a un tas de rédacteurs qui acceptent ce comportement et qui ne répondent pas en disant « écoute, c'est un torchon, je vais ignorer ce que tu m'as écrit, je vais demander à quelqu'un d'autre ». Ne serait-ce que ça. Donc il y a quand même un problème, on a un comportement en disant il faut que les rapports soient bons, mais de notre côté on accepte des rapports mauvais et on les utilise face aux auteurs. Donc il y a quand même une partie de cette schizophrénie. De la même façon, on se plaint parfois qu'il y a trop de mauvais articles, mais ils sont quand même référés, donc c'est quand même, il y a suffisamment de gens pour en tant que référés, plutôt que de dire bon bah c'est bien beau, mais bon peut-être que dans 6 mois ce sera plus abouti et qu'il faudra écrire un article dans 6 mois. Au lieu de dire ça, disent bon bah oui pourquoi pas, c'est comme la revue est mineure, bah, on peut bien le publier. Ou comme la revue est très bonne mais que c'est un copain, on peut bien le publier. Et donc il y a vraiment une schizophrénie et je ne pense pas que ce soit une distinction entre les bons dans la communauté et les mauvais dans la communauté. Je pense qu'effectivement au niveau individuel il y a beaucoup de schizophrénie et qui nous arrive probablement à tous et à toutes de se laisser aller à un moment à prendre le mauvais rôle et peut-être qu'il faut en parler plus pour voir ses propres problèmes et pour pousser les autres à se poser la question. Et peut-être avoir ces discussions au café déjà, c'est peut-être bête, mais ça va peut-être pousser un peu la roue. J'ai une suggestion, parce que ceux qui voient les mauvais rapports, en général, c'est les auteurs eux-mêmes. Hein. Voilà, parce que justement, quand l'éditeur ne fait pas bien son travail, le rôle d'un éditeur, c'est de bloquer un mauvais rapport. Mais moi, j'ai essayé plusieurs fois de le faire. Quand tu passes pas par la plateforme, tu le fais, ça pose aucun problème. Mais si tu passes par la plateforme t'empêche de le faire. Attention, il ne faut pas l'oublier, ça. Ça dépend quelle plateforme. Non, mais malheureusement, je pense à une en particulier. Et non, tu es dans des trucs vraiment assez impossibles. Et non, c'était pour un truc SIAM. C'était une plateforme SIAM, je crois. C'était pas Elsevier dans ce cas que j'ai en tête. Bref, alors, les auteurs, ils ont les rapports. Est-ce qu'on aurait le droit? Là, il faut demander à des gens légaux. Mais moi, je serais pour qu'il y ait en fait un site web où... il faut rendre public les mauvais rapports. Et par mauvais rapport, j'entends, moi ça m'est arrivé, c'est arrivé à plusieurs personnes, on en a discuté hier, un rapport de 3 ou 4 lignes qui dit votre article est accepté. C'est un très mauvais rapport, parce que tu n'as aucune preuve que la personne a lu le truc. Et quand tu es éditeur toi-même, le nombre de fois où tu as des rapports, tu ne peux pas vérifier si le travail a été de bonne qualité. Et comme je le racontais hier à quelqu'un, moi, ma pratique, je donne toujours, parmi les 3 référés que je demande, quelquefois 4 même, je demande à un jeune. Parce que je sais que le jeune, lui, il passe le temps au moins de lire tout l'article. Alors que le senior, peut-être spécialiste du sujet, c'est en attendant un avion, quand il a un petit peu de temps comme ça en passant, il lira vite l'article et il donnera un avis, mais un avis, ce qui n'est pas pour moi du peer reviewing, tu vois. Et peer reviewing, ça passe d'abord par avoir un rapport, c'est-à-dire un résumé de l'article, ce qui permet de vérifier que la personne a lu l'article. Et en plus, le résumé qu'il écrit, souvent, est même mieux écrit que l'auteur pourrait le faire lui-même, étant donné qu'il a le recul par rapport à l'article, etc., etc. Donc, il y a vraiment l'idée de définir des bonnes pratiques de peer reviewing et, à mon avis, de les rendre idéalement publiques. D'où l'open peer reviewing anonyme. Hein. On n'est pas obligé de le faire. C'est pas une histoire c'est plutôt de montrer l'envers du décor, pour empêcher justement qu'il y ait des dérives telles. Proposition. Oui, moi je voudrais aussi aller dans ce sens, c'est-à-dire que moi ce qui m'énerve un peu depuis un certain nombre d'années, c'est cette dérive industrielle du processus de publication. Comme l'a dit Marie Farge tout à l'heure, effectivement, tout est géré de manière automatique par des plateformes, on reçoit des mails automatiques. Vous pouvez même recevoir un mail, faire un rapport, l'envoyer de manière automatique, personne ne vous répondra, mais aucun humain ne vous répondra. Vous ne saurez même pas si votre rapport a été pris en compte pour rejeter ou accepter l'article. Ça, moi, ça me pose un vrai problème. Moi aussi, j'ai pris le parti de ne plus répondre aux mails automatiques. Je les garde, parce que je garde tous les mails, mais je ne réponds pas. Et c'est vrai qu'en tant que rapporteur, plus qu'en tant qu'auteur, j'aime travailler pour des revues, par exemple, comme les Annales de l'Institut Fourier ou les Annales de l'ENS. Vous avez une personne qui vous écrit, cher Ludovic, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire un rapport ? On a un vrai rapport humain. Ensuite, on envoie notre rapport. On est tenu au courant de la décision qui est prise par le comité de rédaction, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail éditorial qui est fait. Et moi, c'est comme ça que j'imagine une revue. Et on pourrait très bien imaginer qu'un site, un espèce de TripAdvisor pour les revues, justement, mette en lumière ce type de différence entre les revues. Sans même parler de l'aspect coût, je pense que les revues qui fonctionnent sur ce mode-là sont en général plutôt des revues de type open access diamant, quoi. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, il y a une idée dans l'air, mon
comparse Mark Wilson, qui est dans Matoa aussi et qui est un peu à l'origine de Matoa d'ailleurs, à cette idée qu'il aimerait bien avoir un wiki des journaux où on puisse effectivement témoigner, qu'on puisse avoir une idée de est-ce que ce journal régulièrement envoie des rapports indigents, est-ce qu'on a un rapport direct, est-ce qu'on comprend ce qui se passe, est-ce qu'il explique à ses auteurs pourquoi est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il refuse un papier, etc. Et toutes ces informations-là qui sont assez cachées, que parfois on découvre par petites bribes au café, d'essayer de les publiciser, de les collecter. Donc ça, c'est un projet qui intéresse au moins une autre personne et qui serait prête à y mettre un peu d'énergie. Je pense qu'il y a des gens prêts à mettre de l'énergie dans ce genre de projet. Je peux vous mettre en relation. Moi, à ce propos, je voulais lire rapidement sur Math Over Flow. Il a une intervention d'un arithméticien extrêmement réputé en France qui répond à qu'est-ce qu'il considère être un bon rapport. Je remercie Cécile qui m'en a parlé l'autre jour. Et sur Math Over Flow, il écrit au début de ma carrière, je pensais que je vais vérifier la correctness dans le papier, donc la justesse du papier. Mais non, je pense pas du tout que ce soit le point d'un rapport. Donc quand j'écris un rapport, j'accepte d'écrire des rapports, moi, même pour des papiers que je ne serais pas en mesure de comprendre entièrement. J'essaie de répondre sur les 2 semaines en disant si, à mes yeux, c'est un papier qui pourrait être intéressant en essayant de summarize the main result. Donc c'est ça ce qu'il dit. Il dit de toute manière, qu'est-ce qu'il dit? It's the author's job to make sure the paper is correct. It's not my job. Et c'est un arithméticien de extrêmement haut niveau. Et donc je pense aussi il y a un problème de se demander est-ce que tout le monde a la même... Au-delà du fait de faire un bon travail ou un mauvais travail, est-ce que tout le monde considère que le travail est le même? Parce qu'il peut y avoir des gens qui font un excellent travail à leurs yeux, et cependant ils font un travail différent de quelqu'un d'autre. Sur cette question d'une sorte de TripAdvisor des revues où on pourrait évaluer non seulement la qualité du processus, il y a un site qui s'appelle Quality of Open Access Market. This is what I was trying to say. Et Saskia est très impliquée. Maybe you could say a few words about it? I already mentioned it yesterday. It's a market. All open access journals and all hybrid journals are in the market. You can find it at QAM. QOAM.org, and it's partly librarians who score journals looking at the website of the journal. There's 5 categories which you can look at the journal and you give them a quote. It's a scorecard, and the other side is authors who have published in the journal, and they give their score, and that's only 4 questions. So the author takes 3 minutes maybe, and the librarian, if you've done 2 or 3 of them, it's a quarter of an hour, depends a bit on the website. And the nice thing is it also includes the price. So the author says what he or she has paid, very often nothing, but as APC, and the librarian gives a quote of what's on the website as the price. So, and the good thing is that we have about 11,000, 10,000 scorecards up now, and you can also see sometimes the website is crap, but the author says it was a good peer review, and he was glad with how the editing was handled, etc., etc. Sometimes it's the other way around. The website is really flashy. It implicates lots of good services, but the authors say, "Oh, stay away from this journal." So it really gives you a very good insight in the state of these journals. And it also, because the DOIJ does approximately the same, the only difference is that they don't work with how do you call that, crowdsourcing. They have librarians who check. The publisher says, in a list of 27, I think, questions, how good or bad, good, so his journal or her journal is. And then there's a committee which sort of checks it. But it's not the society itself which checks the journals, and especially these author reviews, they are really important, I think. Thank you. I didn't realize you were asking this. Take a look at it. Oh, and one more thing, you can only go in there if you have an academic email address. So we don't want Chinese publishers to take up 3,000 students to start
scoring their journal as the best journal there is. So you can only get in there if you have an academic email address, and if your institution is not yet included, you can send Leo Weyers an email, and he responds every day, and he will include your institution after checking it. So it's also, it's closed. I mean, there's always ways to get in because you can steal email addresses, but we really want to try to keep it within the academic community. I hope Leo hears me now. He'll be proud of me. Dans la liste des choses qu'on peut faire, je vais en mentionner deux rapidement. L'une, c'est que dans Matoa, on peut avoir besoin occasionnellement, de façon régulière, de gens pour bosser. Donc si vous êtes intéressé à donner un coup de main, n'hésitez pas à m'écrire et à me dire quelles sont vos possibilités, ce que vous seriez prêt à, enfin, voilà, le niveau d'investissement que vous seriez prêt à mettre. L'autre chose, c'est que le point le plus faible, à mon avis, à l'heure actuelle dans Matoa, c'est les comités de rédaction. C'est-à-dire qu'on a eu une réponse positive, c'est pas beaucoup, vu qu'on a contacté presque une centaine. Et du coup, je pense que c'est une chose qu'il faut discuter. On a des collègues très bien qui sont dans plein de comités, Springer, à droite, à gauche, qui n'ont pas été très intéressés quand on les a contactés, ce que je peux comprendre, mais je pense que c'est important qu'ils entendent par un maximum de sources, au café, au repas de midi, que cette discussion elle est dans l'air, qu'il y a des gens qui trouvent que ce serait peut-être une bonne idée de faire quelque chose et que ce n'est pas un truc complètement absurde, quoi. Donc je pense qu'il faut que cette idée percole, et si vous avez fait un peu de proba, vous savez que pour percoler, il faut dépasser la probabilité critique. Donc le plus on a de gens qui transmettent l'information, plus on a de chances de passer le seuil critique et d'avoir un effet. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur un autre sujet. En fait, la discussion qu'on avait sur la liste RNBM concernant le boycott, l'arrêt d'abonnement Springer. En fait, il y avait plusieurs bibliothèques qui ont déclaré d'être prêtes de ne plus se réabonner si les conditions ne sont pas réunies. Donc en fait, là, je me suis dit, peut-être c'est une occasion de, si ces bibliothèques confirment leur position, de comment ensuite elles peuvent transmettre l'argent d'abonnement Springer en centre Mersenne, administrativement parlant. Je veux dire, ça serait bien d'avoir quelque chose de concret. Très bonne idée. La question, c'est comment? Est-ce que tu peux faire des factures internes au CNRS, au labo, directement? C'est pour les bibliothèques qui sont CNRS, moi j'accepte les virements bancaires. J'ai un compte en Suisse. Non, mais on est une unité CNRS et université. C'est tout à fait possible de passer des conventions et de transmettre de l'argent. C'est même entre CNRS, c'est assez hyper simple. Et côté université, on l'a déjà fait pour d'autres choses. Enfin, après, il faut voir comment concrètement, mais je pense que c'est pas impossible. Ouais. Parce que c'est bien, par exemple, si on était au moins 10 pour dire, on arrête. Par exemple, 10 bibliothèques, ça peut être autour de 20 000 euros. Bon, tu vois déjà le montant que tu peux avoir, mais administrativement parlant, je ne sais pas trop, parce qu'il y a le système de bons de commande, etc. aussi. Non, voilà, il faut faire un papier officiel, peut-être quelque chose. Si c'est au niveau du labo, alors pour les BU, je ne sais pas, mais si c'est au niveau du labo, c'est tout à fait possible d'avoir une convention entre deux labos et de faire passer de l'argent d'un labo à l'autre. On l'a déjà eu, soit en... Là, je comprends, effectivement, quand ce sont des budgets publics, ça reste que de l'administratif, mais effectivement, quand ce sont des budgets universitaires, il y a la loi des marchés qui s'applique. Or, tu rentres pas dans le système des marchés. Oui, voilà. C'est comment motiver ou justifier, c'est le paradoxe, c'est quoi? Tu vas œuvrer pour une bonne cause, or il faut le motiver, le justifier. Non, je pense que... et que ça soit pas, voilà. Je suis certainement pas une référence administrative, mais je pense que le problème se pose... Enfin, si c'était de l'argent fléché pour de l'acquisition documentaire, c'est sûr que moi, j'avais rien à vous vendre. Donc par contre, si c'est de l'argent qui est dans le labo, qui était affecté à la bibliothèque, mais qui peut être affecté à autre chose, c'est assez facile de transférer de l'argent de labo à labo, et je suis un labo. Voilà, budget abonnement pour nous, c'est tout le paragraphe.
And it's the same for Matoa. If 10 of your libraries would want to put 2,000 or 3,000 euros a year for a few years into a fund, we can flip the next journal. And we have a sort of memorandum of understanding. So the association Matoa will send you the memorandum, and you will get invoiced the way you want, and you will also be put on the website as the libraries who have made it possible for this or that journal to flip. So we are really thinking about also a bit of crowdfunding. I'm sorry to be so direct. Mais c'est exactement la difficulté qu'on a. Enfin, RNBM, on est évidemment très intéressé à l'idée de financer Matoa. Et on serait parfaitement légitime à le faire en tant que consortium de bibliothèques. Et administrativement, c'est assez compliqué parce que nous, il faut qu'on paye une facture et qu'il faut cette facture justifie une dépense. C'est pas la facture la difficulté. Non, mais enfin, voilà. Et c'est qu'en fait, ça équivaut à une subvention. Voilà. Le fait que nous on donne de l'argent à Matoa, c'est administrativement une subvention et c'est administrativement, enfin voilà, c'est assez compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au niveau de. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'INSMI pourrait subventionner. C'est pas forcément pas le RNBM évident, en tant que tel. Mais donc ça veut dire qu'il faut vous rapprocher de Mersenne pour voir qu'est-ce qui est possible en interne, ce qui est souvent le plus facile. Si vos budgets ne le permettent pas, il faut voir éventuellement vous rapprocher de l'INSMI pour savoir si on peut changer les flux et que l'INSMI investisse en tant que subvention. Mais ça, c'est pour des crédits CNRS. Ouais. Et après, les crédits université, type de fonctionnement de la bibliothèque, si vous voulez verser de l'argent à Mersenne, c'est une convention. Voilà, il faut simplement conventionner pour comme la SMF, des choses comme ça. Alors justement, c'est pas une adhésion parce que Matoa n'est pas une association, c'est plus proche d'une fondation, c'est une Stichting, et du coup, ça n'est pas une adhésion et ça rend les choses un peu plus compliquées malheureusement. Mais bon, là, je crois qu'on a rentré dans un problème un peu technique. Je vais quand même en profiter pour c'est vrai clore. que c'est important. Pour clore, c'est important, mais ce qui est important, c'est que les bibliothécaires savent à qui parler, pas forcément qu'on explique tous les détails. Donc de toute façon, vous n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez ce questionnement-là et j'essaierai de redispatcher derrière aux gens pertinents, si je ne peux pas vous répondre moi-même. Et donc je vais en profiter pour conclure du coup la journée et demie qui était spécialement à destination des chercheurs et des chercheuses en maths. Et je voudrais juste dire un petit mot pour, surtout s'ils peuvent nous voir, je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion de suivre, pour dire pour Dominique et Karim, qui ont beaucoup bossé pour qu'on puisse être là, qu'on a passé une journée et demie super et qu'on pense à eux.